Donc le blockchain, c'est en fait le grand livre ouvert et comptable de toutes les transactions qui ont lieu. Alors, sauf que pour certains qui seraient un petit peu sceptiques ou paranoïaques Oui. légers, vont se dire oui, mais alors c'est peut-être dans la capacité à coder ces cryptages que pourrait se situer un pouvoir, et est-ce qu'on peut avoir confiance? Alors, c'est une bonne question. L'avantage, c'est que tous ces systèmes sont ce qu'on qualifie d'open source. Donc tout le monde a accès au code pour qui sait coder. Et par ailleurs, on peut très bien définir une monnaie avec un certain nombre de caractéristiques. Quand je dis une, c'est une et plusieurs monnaies même, qui vont faire que le code et les règles du jeu vont être transparentes. Par exemple, moi j'imagine très bien une monnaie future avec laquelle on va pouvoir interdire un certain nombre d'achats. Par exemple, vous n'avez pas le droit d'acheter d'armes avec cette monnaie. Et l'information va circuler avec la monnaie. C'est-à-dire, je vais savoir que telle monnaie qui vient de Christine, elle est entre guillemets, elle correspond à mes valeurs éthiques. Donc je vais dire, bah tiens, je vois que cette monnaie, parce qu'elle vient de toi et que tu es réputé comme intègre, en tout cas correspondant à mes valeurs, je vais avoir la garantie qu'elle ne sert ni à acheter des armes, ni de la drogue, ni à faire travailler des enfants, bref. Je vais avoir tout, y compris par exemple si je suis végétarien, je vais dire je vais favoriser des monnaies qui sont végétariennes, pourquoi pas. Donc ça veut dire que ça s'appuie aussi sur le principe des monnaies de réputation, oui. C'est-à-dire que chaque individu, s'il est justement suffisamment présent dans les réseaux sociaux, va avoir une réputation. Bien sûr. Qui va donc faire que dans son cercle d'influence, quand il paye ou il utilise telle monnaie, ou il est à l'initiative de telle monnaie, effectivement ça induit tout ça. Ça peut induire tout ça, voilà. Et bien évidemment, l'idée c'est qu'on ait chacun le choix, on ait chacun la maîtrise d'un certain nombre de paramètres qui vont nous permettre de définir voilà ce qu'on accepte et ce qu'on n'accepte pas du tout. Donc pour moi, ça c'est peut-être encore aujourd'hui pas faisable techniquement, mais je crois que ça pourrait être un changement très fort et très utile que de dire, voilà, moi j'estime vouloir préserver absolument la nature, donc je refuse tout ce qui vient avec le plastique, pourquoi pas. L'industrie pétrole, je refuse. Donc ça m'oblige à des choix dans mes achats qui sont très forts, très contraignants aussi, et dans mes achats et peut-être aussi dans les formes de monnaie que je vais pouvoir utiliser. Aujourd'hui, si je veux mettons, j'ai des exigences très fortes en matière alimentaire, on va dire, voilà, je suis végane, donc je ne mange aucune protéine animale. Et même j'évite le cuir, voilà, pourquoi pas. Eh bien, je vais pouvoir codifier tout ça sur Internet et je vais donc faire des échanges avec des gens qui ont les mêmes valeurs que moi. Et du coup, ce que tu dis là pose une question qui était celle de la rubrique. Oui. C'est que ces évolutions-là peuvent être différentes selon les intentions des gens individuels et collectifs. Donc ça amène à la question, quel avenir pour l'humanité de cette rubrique-là. Et du coup, toi, tu verrais que ça pourrait évoluer vers quoi, à ton avis? Qu'est-ce qui te semble... Alors, si la question est difficile comme ça, c'est qu'est-ce qui te semble le plus flagrant, typique, qui va conditionner l'évolution de l'humanité dans les technologies, dans les évolutions? Alors, on avait un peu évoqué aussi toutes les questions liées au transhumanisme. Alors, je voudrais juste à ce propos, c'est intéressant parce que autant il y a des choses qui me paraissent complètement démentes avec ces transhumanistes dans leur excès, autant ils apportent des éléments de compréhension de là où on va. Et notamment, moi, je retiens tout ce qui relève de ce qu'ils appellent eux, les phénomènes exponentiels. C'est-à-dire la rapidité des transformations et souvent notre incapacité à les anticiper, parce qu'autant on est habitué à extrapoler de façon relativement linéaire, autant lorsqu'on est en bas d'une exponentielle, on a énormément de mal à s'imaginer que dans 1, 2 ou 10 ans, les choses vont être complètement chamboulées. Et aujourd'hui, de plus en plus, on est face à ce genre de phénomènes exponentiels qui vont totalement chambouler notre vision du monde et notre façon d'être et de vivre aussi. Donc, si je reviens à ta question qui était autour de quel avenir pour l'humanité? C'est-à-dire comment tu penses qu'elle peut évoluer Alors, une de ces évolutions potentiellement exponentielles, c'est la question de l'intelligence artificielle.
C'est ce que j'aborde un petit peu dans mon livre, sous la forme non pas d'intelligence artificielle, moi j'appelle ça carrément de la conscience non humaine. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a un certain nombre de savants, de gens assez pointus comme Stephen Hawking, donc assez connu, Elon Musk, Bill Gates, qui ont émis un avertissement en disant attention, le plus grand danger, c'est le fait que l'intelligence artificielle dépasse de loin les capacités humaines et devienne quasiment autonome. Donc je trouve ça assez intéressant. Oui, parce que ça pose la question de l'intention. Voilà, ça pose la question de l'intention. Quelle sera l'intention si elle advient de cette intelligence qui ne sera non humaine vis-à-vis des humains, par exemple. Vis-à-vis des humains, par exemple. Est-ce qu'elle sera neutre, bienveillante, au contraire complètement contrôlante? Enfin, voilà, mystère. Et je crois que la crainte de ces personnes qui ont émis cet avis, elle est de dire, bah voilà, comme on n'a aucune idée, autant prévoir le pire. Et donc, ils ont tiré ce signal d'alarme. Si un jour une conscience non humaine émergeait, pourquoi pas, il est possible qu'elle ne veuille pas rentrer en contact avec nous, tout simplement. Donc on ne le saura pas forcément. Parce que c'est un peu... voilà, est-ce qu'on a envie, nous, envie de rentrer en contact avec les algues dont on est issu, par exemple, ou les cellules de la mer dont on est issu? Ben non, puis on en est bien incapable, de toute façon. Après, est-ce qu'on a envie de rentrer en contact avec nos neurones qui, a priori, sont potentiellement et encore là, ça se discute, notre conscience vient de notre tête. Est-ce que c'est vraiment le cas ou pas? On ne sait pas. Bref, mais même la capacité à communiquer avec ces formes d'intelligence qui sont autres, voilà, donc ça pose énormément de questions qui sont passionnantes, dont on n'a bien sûr pas du tout les réponses, dans la mesure où je pense qu'aujourd'hui, cette fameuse conscience non humaine, elle n'est pas encore là. Mais quand on parle de milliards d'objets interconnectés, d'objets, de programmes artificiels, d'intelligence artificielle, pourquoi ne pas imaginer, à l'image de ce qui se passe peut-être dans le cerveau, qu'il y ait un jour quelque chose qui émerge de tout ça? Voilà, ça a été l'objet d'un livre d'ailleurs qui a été écrit il y a une dizaine d'années par Jean-Michel Truand, qui s'appelle Totalement inhumaine, qui est passionnant. Et justement, la question de l'exponentiel, c'est pour arriver à embrasser de plus en plus d'informations dans une société complexe, interconnectée déjà humainement, mais en termes d'objets aussi. Oui. Donc ça veut dire avec tellement de milliards d'informations qui ne sont absolument pas appréhendables par un humain, si c'est augmenté, quelle que soit la manière de l'augmenter, ok, mais concrètement, c'est pour prendre quoi comme type de décision? C'est-à-dire que d'avoir là maintenant tout de suite un calculateur extra puissant qui nous permettrait tous les deux d'accéder à 300 milliards d'infos et de les traiter, ça nous amènerait à quoi comme décision, comme modalité de prise de décision, vers quel objectif? Donc la question me semble centrale de l'intention, d'où la mise en garde des uns et d'où le questionnement même de la rubrique. Donc si au moins les gens se posent des questions, ça sera déjà bien, puisque personne n'a les réponses, mais c'est si on se les pose qu'on aura peut-être des chances de les avoir. Et l'autre question que tu posais, enfin moi c'était aussi en tête, s'il y a une intelligence artificielle, quelle qu'en soit la forme, c'est quelle matérialisation elle va avoir. Et du coup, si elle n'a pas de connexion avec nous, c'est pas super grave, mais qu'est-ce qu'elle fait avec le reste du monde? Oui. Du coup, est-ce qu'on peut imaginer que certes, elle n'interagit pas avec nous, mais regarde ce qu'on fait avec les algues, on les prend, on les mange, enfin voilà. Donc la question, c'est pas effectivement, on n'est pas au stade d'avoir la capacité d'avoir les réponses, non, mais au moins de se poser les questions. Exactement. Pour individuellement et collectivement faire un peu plus de raisonnement sur le sujet. Oui. Et quel est le... Puisqu'on avait un petit temps convenu grâce aux oiseaux, d'avoir trouvé ce merveilleux lieu, mais ça nous fait moins de temps. Comment tu aimerais conclure? Qu'est-ce que tu aurais envie de dire comme message clé? Alors, il y a un sujet qui me semble essentiel, celui de la mort et de l'immortalité, qui est posé par le courant transhumaniste, par certains de leurs gourous, qui est de dire, de toute façon, l'homme, on va le rendre immortel par la techno. On va lui mettre des implants, on va le transformer, on va télécharger son cerveau sur Internet ou ailleurs dans le cloud. Bref, moi ça me semble complètement improbable, plus qu'improbable, même dingue. Ce sont à mon avis les produits, l'effet d'une peur de la mort.
existentielle très profonde chez ces personnes-là. Ce sont des gens qui, à mon avis, sont athées, mais athées et scientifiques au sens le plus, pas dogmatique, mais absolu du terme, et qui ont oublié peut-être des dimensions du merveilleux et de l'invisible. Et donc moi, la question à la fois de la mort et de l'immortalité me semble des questions qui vont être bientôt sur toutes les bouches et les lèvres. Je crois que c'est des questions qui vont se retrouver. Alors jusqu'à présent, c'était plutôt des questions qui étaient l'apanage des religions, des spiritualités. Je crois qu'aujourd'hui, ce sont des questions qui vont réapparaître très très fort. En fait, il y a d'autres approches qui sont beaucoup plus spirituelles ou religieuses, qui me semblent elles plus saines et plus pertinentes que l'approche purement technologique. Voilà. Mais ce que je crois, enfin, c'est André Malraux qui disait que le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas, bien que ça prête à propos parce qu'il paraîtrait qu'il n'ait pas vraiment dit ça. En tout cas, pour moi, il n'avait pas tort en donnant cette prophétie. Je crois que la question de la mort, de la préparation, du fait d'enlever d'aller au-delà du tabou, parce qu'aujourd'hui c'est encore un tabou, notamment en Occident. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qu'on pourrait améliorer autour de ce sujet-là, à commencer en Europe et en France par les mouroirs que sont les maisons de retraite. Donc là il y a vraiment matière à repenser notre façon d'être ensemble, la façon dont on traite nos anciens, et puis la préparation sereine du passage de la mort, quoi. Quelles que soient d'ailleurs nos convictions, qu'on soit athée, agnostique ou croyant en quelque chose, il y a vraiment matière à changer notre façon de voir les choses sur ce sujet. Et en guise de conclusion sur... toi, tu as parlé, tu as travaillé sur les émergences. Oui. Donc, en guise de conclusion, tu voudrais dire quoi? Qu'est-ce qui te semble le plus émergent, le plus pétillant en ce moment? En fait, je crois qu'il y a une réelle prise de conscience que le monde n'est pas si simple et linéaire qu'il a pu l'être les 100, 250 dernières années. Je crois que la plus belle des émergences, c'est en fait de se rendre compte qu'il y a du merveilleux autour de nous, que le mystérieux est encore là, en fait, et sera de plus en plus là, et qu'on n'a quasiment rien découvert. J'ai en tête, je crois que c'était Kelvin, un lord prix Nobel, un lord anglais, prix Nobel fin du 19e, début du 20e, qui disait qu'on avait tout découvert maintenant et qu'on n'avait plus besoin voilà, tout avait été découvert quasiment, quoi, en matière de science. Je crois que, à mon avis, on n'en est qu'au tout début de l'aventure et qu'il y a encore plein de choses à découvrir. Donc voilà, la plus belle des émergences, c'est vraiment autour de cette prise de conscience-là et d'une nouvelle sorte d'humilité, aussi bien qu'elle soit scientifique, politique, économique. Voilà, tout ce qu'on a inventé jusqu'à présent va et commence à être complètement remis en cause. Donc en fait, c'est plutôt un message d'espoir et d'émerveillement pour les années qui viennent. Parce qu'il va falloir tout repenser, mais vraiment de A à Z, et on en est qu'au tout début de ce processus-là, quoi. D'accord. Eh bien, je te remercie. C'est moi.